Oui, en Belgique, on connaît aussi la logique des appels à projets depuis très longtemps, et qui sont vraiment la manière à la fois de réduire l'autonomie des associations et à la fois d'introduire la marchandisation, puisque les pouvoirs publics définissent le problème, le cahier de charges et les indicateurs de réussite qui vont de plus en plus vers des indicateurs de rentabilité des moyens publics investis dans les accordés aux associations. Les investissements à impact social, ça commence, mais je ne connais pas bien, et ça commence, mais c'est pas encore en tout cas une norme de référence, ou alors peut-être plus en Flandre que du côté francophone. On a aussi cette tendance à la fusion ou à la constitution de grands groupes d'associations. On n'a pas encore d'équivalent des SOS, mais on a ce genre de projet qui se développe notamment avec des aides européennes. C'est le Fonds européen de développement régional qui encourage la fédération d'associations pour répondre à un territoire, pour répondre aux différents problèmes d'un territoire et mutualiser des moyens. Si on revient à l'histoire dont nous a parlé Henri ce matin, en fait, on avait en Belgique, on a depuis longtemps des grands groupes. Parce qu'avec ce système de piliers et ce système de délégation, comme l'a dit Henri, d'une partie de l'enseignement et des hôpitaux aux piliers, on a des immenses groupes hospitaliers qui constituent des forces économiques et qui ont une main mise sur le politique, sur l'emploi. L'école, c'est encore plus délicat, puisque nous, on a refusé au collectif Valdin de considérer que l'enseignement chrétien, qui est l'enseignement non public mais subventionné par l'État, ça relève de l'associatif, mais on a refusé de le considérer comme de l'associatif, parce que c'est quand même... mais donc ce sont des tendances qui sont communes à la France, à la Belgique. Et là, je vais vous parler de notre nouveauté en Belgique, qu'on a un petit peu évoqué ce matin, c'est donc le fameux nouveau code des sociétés et des associations. C'est une réforme donc, qui a été introduite par le ministre de la Justice il y a quelques années, et avec des motivations qui d'abord paraissent... il parle de simplification administrative, c'est-à-dire de réduire le nombre de formes de sociétés différentes en Belgique, passer de 15 à 4. Alors c'est un paradoxe parce que pour les sociétés, c'est une simplification, pour l'État, c'est une simplification, mais souvent, ce qui est de la simplification administrative pour l'État ou les administrations, c'est une complexification administrative pour les associations, puisque avant, nous avions une petite loi de 1921, où nous pouvions facilement nous y retrouver. Maintenant, la législation concernant les associations se trouve dans un code de 900 pages où il faut aller s'y retrouver. L'autre motivation, c'est évidemment, c'est très à la mode, c'est des motifs de meilleure gouvernance, de transparence, et notamment de traquer les fausses associations qui contribuent au blanchiment d'argent. Mais si on creuse un peu plus loin, dans les motivations, quand même, de ce code des sociétés, il y a l'idée de rendre le marché belge plus attractif et d'être plus aux normes avec la libre concurrence européenne. Et donc, sous-entendu, il ne faudrait pas que les associations 1901-1921 fassent de la concurrence déloyale aux entreprises. Donc c'est une de ces préoccupations qui est derrière cette réforme. Alors, concrètement, la réforme, elle implique toute une série, elle oblige les associations à changer leur statut, et notamment en se calquant de plus en plus sur l'entreprise, en limitant le contrôle démocratique. Je pense qu'en France, il y a aussi la distinction entre assemblée générale et conseil d'administration. En Belgique, maintenant, une association peut être composée de 2 personnes qui constituent son assemblée et de 2 personnes les mêmes qui constituent son conseil d'administration. Comme il y a en contradiction. Voilà. Donc c'est vraiment de calquer l'association sur l'entreprise. Il y a une extension du régime des faillites des entreprises aux associations, une plus grande responsabilité des administrateurs, une plus grande responsabilité financière des administrateurs, beaucoup plus d'exigences de comptabilité et des contrôles, avec quand même, heureusement, des nuances selon le chiffre d'affaires de l'association. Les petites associations peuvent encore s'en sortir avec une comptabilité assez simple.
Et puis, bon, il y a quand même des points positifs, c'est que certaines choses qui étaient floues, comme par exemple les conflits d'intérêts, sont mieux encadrées. Mais nous, ce qui nous a préoccupé au collectif 21, outre cette lourdeur administrative, le fait que ça va tuer les petites associations, parce que tout le monde ne va pas pouvoir suivre ces exigences administratives, c'est pour nous vraiment une idéologie marchande qui est là derrière cette réforme, puisque, je termine par le plus important, mais c'est que ce code des sociétés abolit quasiment la différence entre l'association et l'entreprise au niveau même de la définition, puisqu'avant, ce qui distinguait l'association, c'est qu'elle ne pouvait pas se livrer à des opérations industrielles et commerciales. Maintenant, en Belgique, une association peut se livrer à des activités industrielles et commerciales. La seule nuance qui reste, donc c'est pour ça que ce n'est pas une assimilation complète, la seule nuance qui est quand même importante, c'est qu'une association, contrairement à une entreprise, ne peut pas garder un but désintéressé, donc elle ne peut pas redistribuer ses bénéfices à ses membres. Les bénéfices doivent être réachetés dans l'objet social de l'association. La conséquence de ça aussi, c'est que les associations qui n'étaient pas soumises au droit de concurrence le sont désormais. Et donc voilà, nous, ce que nous craignons, et c'est déjà le cas, c'est une mise en concurrence des associations et des entreprises qui vont pouvoir répondre à des mêmes appels à projets ou appels d'offres des pouvoirs publics, on le voit déjà dans le cas des EHPAD et des secteurs comme ceux-là. Donc il y a vraiment la marchandisation, pour nous, elle passe par la mise en concurrence de l'association et de l'entreprise pour répondre à des mêmes besoins, mais on s'en doute pas de la même manière. Et l'autre crainte que nous avons, qui n'est pas encore vraiment avérée, c'est qu'à partir du moment où l'association peut développer des activités commerciales, elle peut générer de l'argent, et nous craignons, parce que c'est quand même dans l'air du temps, que les pouvoirs publics commencent à limiter les subventions en disant on subventionne une partie de votre projet, 50%, 60%, à condition que le reste soit autofinancé, puisque vous avez la capacité de générer des bénéfices en développant des activités commerciales. Et donc la crainte, c'est que quand on est une association qui fait du service, qui fait passer, qui a a priori comme principe d'accueillir tout le monde, quels que soient ses moyens, quelle que soit sa condition, faire passer l'humain avant, si elle est tenue de faire du chiffre, à un moment, elle va privilégier les actions et les publics qui ramènent plus de chiffres que ceux qui correspondent davantage à son objet social. Donc vraiment une crainte de dévoiement de la finalité de l'association par cette forme de marchandisation. En fait, toi tu hésitais avec l'atelier instrumentalisation, mais c'est sûr que l'atelier managérialisation et marchandisation, ça se recoupe aussi, parce que voilà, si tu commences à vouloir mesurer les choses avec les managériels qui sont des données chiffrées, etc., tu vas vers le marchand et tu passes à côté de l'impact ou l'effet ou la richesse de l'action associative sur le terrain social. Sur la fiscalité, sur l'impôt, oui, mais c'est clairement le modèle anglo-saxon qui arrive, dire tout au marché, il n'y a plus d'imposition, il n'y a plus de contraintes, et après, c'est la philanthropie qui va compenser les inégalités générées par l'absence de normes et de redistribution. Alors, moi je voulais terminer peut-être, vous pouvez d'abord poser des questions sur ce que Marianne et moi avons dit, mais peut-être lancer une question de débat qui renvoie à une question que tu as évoquée ce matin, Bruno, et un peu aussi à ce dont tu parlais. Donc je disais, notre crainte, c'est que l'associatif va devoir s'autofinancer, que les pouvoirs publics vont exiger une part d'autofinancement pour conditionner l'octroi de subventions. Alors,
On pourrait imaginer que l'autofinancement, c'est une forme d'indépendance, d'autonomie, mais voilà, le débat que je voudrais lancer, c'est est-ce qu'il vaut mieux être autonome vis-à-vis de l'État en se prostituant sur le marché ou autonome vis-à-vis de l'État en se constituant auprès de l'État. ou échapper au marché en devant respecter Je proposerais une troisième voie. Et alors la troisième voie, effectivement. La troisième voie, c'est de être dire autonome. aujourd'hui quelle reconnaissance on a de tout l'apport en ressources apporté par le bénévolat, la mise à disposition gratuite, enfin, tout ce qui relève justement de ce qui n'est pas comptabilisé. Il faut absolument qu'on se batte pour faire reconnaître ça à part entière. En France, c'est en partie reconnu par le plan associatif, mais quand tu vas devant une collectivité et que tu demandes une demande de subvention, on ne retient pas la part correspondant au bénévolat dans le montant subventionnable. C'est-à-dire que du coup, c'est pas un cofinancement. C'est des trucs que tu fais en plus, mais ça compte pas. Et ça, c'est grave. Or, si on valorise tout le temps consacré bénévolement, etc., en termes de cofinancement, des fois, on arrive à des choses énormes. Moi, je connais pas mal d'associations qui dépensent, qui ont plus de moyens liés à la participation bénévole, etc., que de moyens financiers réels. Et pourtant, elles sont remises en cause sur des financements à 3 000 euros, 4 000 euros, alors que quand tu comptabilises ce qui est apporté en ressources humaines, en moyens, c'est 10 fois ou 20 fois plus élevé. Et pourtant, on les juge que sur le trébuchant. Et alors, évidemment, l'économie sociale et solidaire, le travail des communs comme manière de recréer une autonomie, voilà, de pouvoir répondre à ses besoins de manière autonome sans passer par ni le marché ni l'État.